À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Auditrices et auditeurs de la Radio Juive de Marseille, bonjour et shalom. Vous êtes à l'écoute de la Voix de Sion, l'émission des amoureux de Sion et d'Israël, l'émission du sionisme et de l'OSM et de la Fédération sioniste. Eh bien, la Fédération sioniste, ces prochains jours, j'en bave et j'en bégaye. Ces prochains jours, ça sera son actualité de la préparation du prochain congrès sioniste mondial. Et on commence déjà à voir un petit peu partout dans les supports de la communauté nationale, régionale et locale beaucoup d'appels à la souscription et à l'adhésion à la Fédération sioniste, ce que nous avons fait déjà ici pendant plusieurs semaines. Et au sein de la Fédération sioniste, il y a plusieurs représentations. Nous en avons parlé, nous allons encore en reparler aujourd'hui, puisque nous avons un invité de marque en la personne du président du Mizrahi France, Monsieur Yitzhak Barchichat. Monsieur Barchichat, shalom et bonjour. Merci d'être avec nous sur la fréquence juive de Marseille. Shalom Marseille. Shalom, merci beaucoup. Alors, Monsieur Barchichat, vous représentez le Mizrahi. Avant de commencer à parler de cette organisation et de ce parti politique, puisqu'en fin de compte, c'est vrai que c'est un parti politique, j'aimerais que vous faites découvrir aux auditeurs votre parcours. On vous a vu quelquefois dans les chaînes de télévision d'information sur d'autres thèmes. Vous êtes, je crois, expert comptable, d'après ce que je me rappelle. Vous êtes aussi un élu municipal ou de la République. Je crois que vous avez des responsabilités au sein de la ville dans laquelle vous habitez, en région parisienne. Et je vous laisse nous présenter le reste, si je ne me suis pas trompé. Écoutez, merci à vous, merci aux auditeurs de Marseille, ravi d'être avec vous virtuellement, en tout cas dans le cœur. On aime beaucoup Marseille et j'ai toujours une grande amitié pour mes amis marseillais parce que je pense que avec le soleil, il y a toujours une bienveillance et une bonne entente et ça fait toujours plaisir de parler avec mes amis de Marseille. Alors, mon parcours, comme je le dis souvent, est un peu typique mais atypique en même temps parce que je suis jeune français ayant grandi, parents séfarades, ayant grandi en banlieue parisienne, précisément à Sarcelles, et après avoir fait la yeshiva d'Aix-les-Bains, une année d'yeshiva en Israël, je suis parti vivre aux États-Unis où j'ai effectivement obtenu mon diplôme d'expert comptable, d'abord américain, et après la vie a fait que plus de 10 ans sur place, marié avec une américaine, le travail m'a ramené en France. Et ces dernières années ont été hyper intéressantes puisque avec l'arrivée de Macron à l'époque prometteuse en 2017, j'ai découvert la politique française et j'ai été assistant parlementaire à l'Assemblée nationale pendant 3 ans. Et en 2020, j'ai été élu maire adjoint d'une petite ville en banlieue parisienne qui s'appelle Saint-Brice où une communauté assez conséquente y vit aujourd'hui. De fil en aiguille, mon engagement pour la politique s'est développé, mais le 7 octobre est arrivé par là et a fait que je voulais m'investir autrement. On reviendra dans quelques minutes sur mon parcours au sein de Mizrahi et les actions. Mais avant de parler de cela, je me suis aussi engagé en tant que franco-américain sur la politique internationale et notamment l'arrivée de Trump ou le retour de Trump, qui on le sait depuis quelques années maintenant, par la pensée bienveillante, n'était pas le bienvenu de retour à la Maison-Blanche. Et j'ai rencontré un certain nombre de bonnes personnes qui m'ont coopté dans un groupe des républicains américains en France, donc la représentation du Parti républicain américain en France. Donc je suis venu le porte-parole et comme vous l'avez cité, j'ai fait plusieurs médias, CNews, BFM et autres, pour défendre notamment durant la campagne les idées du président à l'époque candidat Trump et bien sûr depuis le 5 novembre parler de l'actualité qui est assez riche, d'abord par rapport à Israël, et tant mieux, par rapport à la scène internationale et économique aussi, puisque je suis expert comptable, triple expert comptable franco-américain canadien. Et aujourd'hui, ce qui m'amène à vous principalement, c'est pour lier toutes mes actions les unes aux autres. Le point commun, c'est Israël, c'est notre amour de Sion, c'est l'objectif de faire que la France ait une place plus importante au sein des autres nations juives ou de représentation juive du monde, tout ça dans le cadre de l'organisation sioniste mondiale. Oui, effectivement, d'ailleurs nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, dans cette répartition du Congrès sioniste mondial, je le rappelle, qui a été créé lors du premier congrès en 1897 par Théodore Herzl,
Cette représentation aujourd'hui, elle est pour pratiquement un tiers des délégués sur les 500 personnes qui représenteront les différentes communautés à travers le monde. Et un tiers de cette représentation est dédié à la communauté américaine. Effectivement. Donc, alors, le Mizrahi, qu'est-ce que c'est que le Mizrahi? Aujourd'hui, est sur l'échiquier israélien et au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Alors, si vous me permettez, je vais d'abord revenir effectivement sur l'Organisation sioniste mondiale. Et pourquoi aujourd'hui je vous parle? Parce que, bien sûr, j'espère que tous les auditeurs accepteront ou adhéreront aux valeurs du Mizrahi. Mais avant de parler du Mizrahi, je voudrais vous parler de l'Organisation sioniste mondiale. Donc, vous l'avez cité, sa genèse avec Théodore Herzl, mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Aujourd'hui, elle rassemble plus de 500 délégués, un tiers émane des élus locaux de la Knesset, un autre tiers émane du contingent américain, puisque c'est le pays qui a le plus de juifs à l'extérieur d'Israël, et un autre tiers émanant de plusieurs pays du monde entier, dont la France. Et c'est l'ensemble de ces délégués, qui sont élus ou négociés dans les pays respectifs, qui siègent au sein de ce congrès tous les 5 ans avec ces élections-là. Qu'est-ce qui se joue lors de ces élections? Se joue principalement beaucoup de postes stratégiques, notamment le KKL, le Keren HaYesod, l'agent juif, toutes les activités pédagogiques, éducatives que nous connaissons, les Ulpan et autres, et avec un budget de plus d'1 milliard de dollars par an. Donc c'est colossal. Et ces dernières années, on a vu malheureusement des valeurs qui sont peut-être moins communes à nous, peut-être souvent de la gauche, voire de l'extrême gauche en Israël, qui ont pris des postes importants et ont donné une vision qui n'est pas, à notre sens, représentative des Juifs d'Israël, mais surtout des Juifs de la diaspora. Et donc depuis le 7 octobre, où il y a eu un réveil identitaire qui concerne, à mon sens, tous les Juifs du monde entier, qui se sont sentis profondément touchés et blessés par ce qui s'est passé, et bien depuis, ils ont tous voulu maintenant exister au sein de cette organisation qui est la représentation juive par défaut dans le monde entier. On a vu aux États-Unis, par exemple, plus d'une quinzaine de factions mobiliser 250 000 votants juifs en Amérique pour la dernière élection qui a eu lieu il y a quelques semaines, puisqu'en Amérique, ils ont déjà fait des élections il y a quelques semaines. La France, ça sera beaucoup plus tard, puisqu'on va en parler, ça sera plutôt 22 ou 29 juin. Et donc aujourd'hui, mon objectif, il est de rappeler aux auditeurs que, au-delà de la familiarité ou la proximité qu'on pourrait avoir avec telle ou telle faction, on y reviendra, il faut que la voix juive française se fasse entendre. Et ça, c'est un point important, parce qu'en Israël, on nous voit souvent, les Français, on adore Israël, mais ils ne sont pas souvent entendus, pas souvent écoutés. On voit que la Aliyah française est très importante, mais est-ce qu'elle est réellement réussie une fois qu'on arrive sur place? Est-ce que réellement on a accueilli? Est-ce que réellement on arrive à s'intégrer avec toutes les difficultés que Israël présente? Et la Torah le dit d'ailleurs, Israël, niknet be'isurin. On ne peut réellement vivre en Israël que faire face à des challenges quotidiens. Mais pour ça, c'est aussi le rôle de l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, de faciliter cette aliyah. Il n'est pas acceptable pour moi, français, même si je suis franco-américain, de voir que les candidats à l'aliyah depuis l'Amérique sont plus facilités que ceux qui viennent de France. Pourtant, nous ne sommes pas des juifs de seconde classe. Et donc, on a besoin d'un lobby fort français, et c'est pour ça que tous les juifs de France doivent se mobiliser pour s'inscrire. Et il y a, et je suppose qu'on le partagera un peu plus tard, la possibilité de s'inscrire sur la base des données des électeurs de l'Organisation sioniste mondiale pour les Français de maintenant jusqu'au 5 juin. Personne ne pourra alors voter pour sa faction du 22 au 29 s'il ne prend pas part à son statut d'électeur et donc prend ses responsabilités maintenant. Pour cela, c'est très simple. 3 choses. mizrahifrance.org, vous verrez là-bas, la procédure est largement expliquée. Mais il y a 3 choses. Un formulaire d'adhésion au sionisme. Je suis sioniste, voilà mon nom, prénom, etc. Une pièce d'identité à fournir et une contribution du fameux shekel symbolique, c'est-à-dire 5 €, avec un SARFA bien évidemment. Bien sûr, toutes ces informations sont extrêmement confidentielles, gardées RGPD, l'ambassade, etc. d'Israël est mêlée à cela aussi, mais c'est très important de comprendre que c'est que comme ça qu'on devient votant et qu'il faut le faire jusqu'au 5 juin. Maintenant qu'on a expliqué un petit peu le rôle de l'OSM, pourquoi les Juifs français
doivent absolument se motiver, se responsabiliser en s'inscrivant, c'est que la voix juive française doit être entendue, pas uniquement en France, mais aussi en Israël et dans le monde. Qu'est-ce que maintenant Mizrahi? C'est quoi notre rôle? Alors Mizrahi existe depuis maintenant plus de 100 ans dans le monde. En France, il a été créé en 1937. Des figures assez connues comme M. Gaston Sayada pendant les années 60, 80, 90, voire 2000 ont fait un travail merveilleux de créer ces passerelles entre la France et Israël. Mais le Mizrahi, à la base, c'est trois choses. La terre d'Israël, le peuple d'Israël, la Torah d'Israël. Et je pense que chaque juif français se reconnaît dans ces valeurs-là. Ce n'est pas une question de religion, est-ce que je suis très religieux ou pas assez religieux? Est-ce que je vais à la synagogue ou je ne vais pas à la synagogue? Est-ce que je mange Shabbat ou pas? Non. Je pense que tout le monde aime la Torah d'Israël parce qu'on sait que c'est le cœur même de notre religion, de notre identité. Le peuple juif, nous sommes le peuple élu. Et oui, c'est important de le rappeler, surtout en ces moments si difficiles. Et puis, enfin, très important, la terre d'Israël. Je ne connais pas un Français qui n'aime pas, même pour aller faire des vacances, aller en Israël. Et c'est le Mizrahi, c'est ça. Et alors le Mizrahi concrètement en France, c'est quoi? Ce sont une multitude d'événements. On a fait venir plein de rabbins francophones qui sont venus dans les communautés. Attention, rabbins, mais je me permettre l'expression aussi, rabbinettes, hein, des femmes qui viennent parler de leur combat face à les difficultés qu'ils ont eu d'avoir perdu un enfant, à la guerre, ou dans l'armée, ou je ne sais où. Des rabbins connus, Rav Kling, Rav Fison, qui sont venus souvent en France et qui se baladent un peu dans toutes les communautés de France. Des voyages de solidarité. Depuis le 7 octobre, on était l'un des premiers Mizrahi à avoir pris un groupe dès la mi-novembre pour aller en Israël, à Kfar Aza et dans les différents endroits qui ont été impactés. Et donc, c'est l'ensemble de ces événements qu'on organise avec un très beau magazine qui est publié tous les trimestres, dont le dernier était à Pessah et le prochain arrive à Shavuot, qui montre notre engagement à la France et notre volonté de créer cette passerelle entre la France et Israël et de faire entendre notre voix sioniste, fière d'être juif, fière d'être français aussi, puisque même si on vit des moments difficiles en ce moment en France, j'en ai toujours fier de notre identité française. Et c'est là tout le sens de Mizrahi. On pourra en reparler si vous voulez, Elie, dans quelques minutes par rapport aux autres factions, mais je pense qu'il est très important que les auditeurs comprennent que Mizrahi, pour nous, est ce qui ressemble de plus près aux valeurs des Juifs de France. Si on compare, merci pour cette explication bien étoffée, bien fournie. Donc d'abord, première réaction, les Juifs, vous êtes Juifs, comme dirait l'humoriste, alors adhérons à la Fédération sioniste et remplissons les bulletins, que ce soit avec le Mizrahi et d'une façon plus générale sur notre site de la fédérationsioniste.fr. C'est la condition sine qua non. Et il faudrait exprimer, effectivement, vous avez raison, c'est impressionnant le chiffre que vous avez donné, plus de 250 000 votants aux États-Unis. C'est normal qu'ils représentent un tiers de cet aéropage. Donc, effectivement, j'espère que la communauté juive française saura répondre d'une façon forte et massive là-dessus. Quelle est la particularité du Mizrahi? Vous l'avez dit, mais encore. Donnez-nous un petit peu quelle différence entre Mizrahi. On a entendu que vous avez parlé de différentes factions, même en France. On entend parler du Chasse, on entend parler de Tenoua, on entend parler du Likoud, on entend parler... Qu'est-ce qu'il fait votre particularité? Comment le Mizrahi se distingue? Donc c'est un mouvement, on va dire, plutôt religieux, c'est ça? Sioniste religieux, mais encore. Alors, deux choses. D'abord, rappelez ce que j'ai dit, c'est très important pour les auditeurs. Vous l'avez dit, inscrivez-vous, tu es juif, donc inscris-toi à la fédération Mizrahi. Tous les canaux sont bons. Jusqu'au 5 juin, on ne vote pas, on s'inscrit. Donc du moment qu'on est inscrit, c'est ce qui compte. C'est bien important de le rappeler. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous m'avez demandé qu'est-ce qui nous différencie des autres factions. Alors moi, j'aime tout le monde, j'ai pas de problème, même avec ceux qui sont une tendance un peu de la gauche. Je vous cache pas, et je vais vous faire une petite confidence, c'est que lorsqu'on a conçu à la Fédération Ensemble le formulaire d'adhésion, on a gentiment, bêtement, mis la carte d'Israël. Et malheureusement, au sein de ces délégations françaises où siègent plusieurs factions de plusieurs couleurs, il y a forcément des gens de gauche. Et les gens de gauche nous ont demandé d'enlever la carte d'Israël pour ne pas y faire apparaître Gaza et la Cisjordanie. Oui. Et c'est là où je me dis, mais dommage, les cartes du monde entier montrent Israël d'un coup, nous,
en notre sein, on n'est pas capable de voir plus loin que juste une petite carte et aller chercher des dissensions là il n'en existe pas. Ça, c'est juste pour illustrer pourquoi avec la gauche, je pense qu'il est difficile de se sentir sioniste, même si on sait que les pères fondateurs d'Israël, c'était des gens de gauche. Les kibbutzim qui ont été impactés immédiatement au lendemain, au 7 octobre, c'était des gens de gauche. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est plus une question de gauche ou de droite. Je pense que les gens doivent comprendre, et les juifs de manière générale, surtout en France, que si on n'aime pas Israël, on n'est pas juif. Si on n'est pas juif, si on est juif, on doit aimer Israël. Pour moi, c'est lié. Parce que, malheureusement, regardez ce qui s'est passé en 39-45, ce qui se passe aujourd'hui, le monde fait cet amalgame. Tu es juif, donc tu aimes Israël. Mais moi, j'ai pas voté pour Bibi. Mais moi, j'ai pas la citoyenneté israélienne. Mais pourtant, je souffre. Et nous, Français, on le sait, on est malheureusement aux premières loges, puisque à chaque fois, on a malheureusement des incidents assez graves en France, parce que une certaine communauté ou des communautés pensent que nous sommes juifs, donc nous soutenons Israël. Eh bien, je le dis, oui, nous soutenons Israël, tant qu'à faire, autant soutenir Israël, autant aimer d'être sioniste, et rappeler que Sion vient du mot Sion. Sion veut dire cette vision, cet espoir de revenir, le Mashiach, Israël, etc., etc., et que tout juif qui se respecte doit forcément penser à ça. Et donc, aujourd'hui, au-delà de ce point, ce qui nous différencie aujourd'hui du côté de la droite, c'est qu'on a le Likoud. Bon, le Likoud en France, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si j'étais en Israël, je sais que ça veut dire que c'est le parti de M. Netanyahou. Mais moi, j'habite en France. Donc, concrètement parlant, qu'est-ce que me propose le Likoud en France ? C'est un peu comme vous, non, pour les républicains aux États-Unis, non? Vous êtes effectivement, l'antenne qui soutient le parti républicain. Je suppose. Justement, mais nous, vous avez raison, vous le citez, Elie, mais nous, pour revenir en parenthèse, républicains américains en France, nous ne postulons aucun poste pour représenter la France. Nous sommes juste une antenne américaine en France pour venir expliquer la politique du président Trump. Pour moi, le Likoud, c'est exactement ça. C'est une antenne en France qui vient expliquer cette politique, cette prise de conscience ou ces prises de position de M. Netanyahou et son gouvernement, en tout cas les ministres Likoud. Mais en soi, est-ce que pour moi, juif français simple, est-ce qu'aujourd'hui le Likoud ne peut m'apporter quelque chose? Alors il nous reste sur la table effectivement deux choix. Vous avez cité Chasse qui s'est associé avec Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh c'est un spin-off, comme on dit en anglais, c'est la même chose que Chasse, c'est-à-dire les religieux, qui, plutôt l'aile ashkénaze, très présent aux États-Unis, qui ont décidé de revenir sur le marché français. Et donc, quand Chasse a vu que Eretz HaKodesh leur faisait de l'ombre, ils ont décidé de s'allier avec eux. Pour moi, c'est la même chose. Et il nous reste le Mizrahi. Maintenant, moi, Chasse, j'ai aucun problème et beaucoup de respect. Mais pour eux, on a tous grandi avec ces valeurs religieuses, j'ai fait la yeshiva, il n'y a pas de problème. Mais là où j'ai un énorme souci, c'est que malheureusement, depuis le 7 octobre, j'estime que si on est religieux, alors notre place est dans la yeshiva, et c'est un long débat, d'ailleurs, un débat de société. Mais si on ne peut pas aller à la yeshiva ou au kollel, parce que on n'a pas l'esprit pour, notre place est aussi parmi les rangs de Tzahal. Et ça, c'est ce qui vraiment nous différencie aujourd'hui, nous, avec les religieux. C'est que les religieux refusent de reconnaître l'État d'Israël dans sa plus profonde identité, c'est-à-dire le besoin d'une armée forte. Dans l'histoire du Tanakh, les Juifs ont toujours eu une armée forte. Et avec l'aide de Dieu, ils ont toujours eu des victoires. Et aujourd'hui, c'est un vrai débat de société, de fond, que les religieux ont avec la société israélienne. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai pas de problème avec Chasse et Eretz HaKodesh, au contraire. Mais je leur dis, si vous êtes sionistes, si vous rentrez, c'est la première fois qu'ils rentrent dans l'Organisation sioniste mondiale, il faut que vous envoyiez des messages forts à vos Bachurim Yeshiva, à ceux qui sont à la Yeshiva, au Kollel, qu'il est important que ceux qui peuvent étudier doivent étudier. C'est très important, on a besoin de gens qui ont étudié. Et ceux qui ne peuvent pas doivent éventuellement aider l'État. Et nous, Mizrahi, c'est exactement ça, c'est que on a nos yeshivot Esder, très connus en Israël, où c'est moitié yeshiva, moitié l'armée. On voit bien l'image du religieux qui est sur le front, avec les papillotes, avec les tzitzit, avec la barbe et autres. Ils ne sont pas plus ou moins religieux que les autres. Mais seulement ils ont compris qu'ils ont besoin d'une armée forte dans une nation forte.
Et Imanani, Mili, si c'est pas dépend de moi, qui? Alors ça va dépendre de qui? Donc Attendez, c'est aussi à moi de me mêler. Yitzhak, là je m'excuse de vous interrompre. Si je comprends bien, aujourd'hui nous avons deux mouvances. Donc Mizrahi, on l'a compris, sionistes, nationalistes et religieux. Rapidement, avant de terminer, puisqu'on arrive, c'est vraiment passionnant cette émission, mais on arrive à la fin de notre temps qui nous est imparti. Expliquez-moi bien, deux tendances comme Chasse et comme Eretz HaKodesh réfutent le concept d'Israël nation juive, c'est-à-dire donc pas d'armée, certains peut-être pas célébration de Yom HaAtzmaut, ça doit être certainement anecdotique aussi, les Tachanou le jour de les récitations de Hallel, ça doit être également anecdotique, et pourtant on revendique une présence au sein du Congrès sioniste mondial, qui est l'émanation par excellence. Exactement, tout mon combat aujourd'hui, c'est de montrer cette contradiction. Et je vais même aller plus loin, si vous me permettez. Deux choses très importantes. Le Rav Dov Lando, qui est le Rav de référence des religions en Israël, a sorti, c'est connu ce que je dis, a sorti des articles officiels pour interdire aux mouvements religieux de se mêler de l'organisation sioniste mondiale. Oui, donc, chacun c'est cohérent, bien sûr, avec son bien sûr. Et aujourd'hui, quand vous parlez aux gens du Chasse, ils vous diront, la seule raison pour laquelle nous rentrons ici, dans cette organisation, c'est qu'il y a des sous à récupérer, et que nous, on préfère que ce soit entre nos mains, et pas en les mains de la gauche. Et c'est là où je suis pas d'accord avec eux, parce que... Ça peut s'entendre aussi, mais enfin, bon, effectivement. Oui, mais excuse-moi, dans ce cas-là, ne rentrez pas dans l'organisation sioniste. Mondiale, rentrez dans une autre organisation. Mais c'est là où je dis, le combat contre la gauche, le combat contre ceux qui détestent Israël, le combat, il est effectivement ensemble à mener contre ces gens-là, et pas entre nous, Chasse, les Tachis, les coudes. Et moi, en tout cas, j'ouvre la main, j'ouvre mon cœur à tous ces gens-là, Likoud, Chasse et autres, pour leur dire, si réellement on est des juifs qui s'aiment l'un à l'autre, et que on a une vision peut-être différente de certains sujets, venez, on se complète. Venez, on s'associe, parce qu'on l'a vu, on le voit en Israël encore en ce moment, Beyachad Menatseach, c'est-à-dire que l'union fait la force, et que plus on va être unis, plus on va réussir. Et donc faire campagne pour dire, nous on est les plus forts, on est les meilleurs, ce n'est pas, à mon sens, la bonne façon de faire. Nous, en tout cas, Mizrahi, notre politique aujourd'hui, c'est de dire on veut une main tendue à tous ceux qui sont prêts à s'inscrire dans un sioniste déclaré, officiel, aimant de notre nation Israël, et tout ça dans un respect de nos valeurs. C'est très important de remettre la Torah et nos valeurs identitaires au milieu de tout, et tout ça dans un shalom complet. Et ce qu'on veut éviter, en tout cas pour nous la France, c'est on a vu malheureusement trop de marlokot, trop de dissensions en Israël, religieux par religieux, dans la société israélienne, qu'on ne veut pas forcément importer ça au sein des mouvements sionistes qui, eux, n'ont qu'un objectif, c'est d'œuvrer pour l'ensemble du peuple juif. Merci. Très beau message pour clôturer ce très bref entretien. Donc, on va vous écouter, tous ensemble, sans dissension. On va vraiment se mobiliser pour adhérer à la Fédération sioniste, au Mizrahi ou à quelque autre sensibilité. Mais inscrivons-nous et... Encore une fois, Yitzhak, merci beaucoup pour ce message de solidarité, ce message d'union et d'amour. C'est ce qu'aujourd'hui le peuple juif et le peuple en Israël malheureusement subit. On le voit et les médias s'en inspirent et s'en imprègnent pour cela. Le dernier mot de la fin en quelques secondes. Merci beaucoup. Merci pour vous, Yitzhak. Et bonne chance et bonne réussite pour votre campagne. À bientôt. Amen. Merci. Au plaisir. Voilà, donc nous nous retrouvons dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. Nous allons aborder tout à fait un autre thème et un autre sujet. Je vous laisse autour d'une pause musicale avec Kobi Peretz, très belle chanson, et puis on se retrouve dans quelques minutes. אני אומר ואפילו בהסתרה שבתוך
השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד, אני עומד אני עומד, אני עומד, אני עומד אני חוזר הביתה Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Voilà, après cette pause musicale, on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission hebdomadaire, tous les jeudis, La Voix de Sion, l'émission des amoureux de Sion et d'Israël, les amoureux du sionisme. Bien qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de baver pour nous dire que le sionisme, c'est une chose, on n'est pas anti-sioniste quand on est antisémite, et réciproquement, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et peut-être pour terminer sur cet échange que nous venons d'avoir avec le monsieur Bar Shichat, le président de la France pour la France du Mizrahi. Écoutez, il y a quelques minutes, hier, mercredi, une lettre ouverte une lettre ouverte que je trouve magnifique, qui a été faite par le rabbin de Strasbourg, qui était antérieurement le rabbin de Toulouse, au moment de l'assassinat des enfants de l'école Otsara Torah, et qui réagit aux propos de mardi du ministre des Affaires étrangères françaises, M. Barrot. Et elle est vraiment, cette lettre, à plus d'un titre, d'un équilibre, mais aussi d'une pertinence que j'ai envie de partager avec vous, les auditeurs, et donc je vais vous donner
lecture parce qu'elle vaut son pesant d'or et vous la retrouverez sur notre site de la Fédération sioniste, en tous les cas, sur notre WhatsApp, c'est sûr. Monsieur le ministre, il est des phrases que l'on prononce comme l'on en jette un pavé dans la mare, espérant quelques remous et quelques titres de presse, mais certaines, par leur ignominie intrinsèque, se transforment en projectiles. Vos récents propos, je les cite, qui sèment la violence, récoltent la violence, prononcés à propos d'Israël ne relèvent pas d'un banal dérapage diplomatique. Elles constituent une faute morale, historique et politique d'une gravité abyssale. Permettez que je me présente. Je m'appelle Harold Avraham Weil. Je suis l'ancien rabbin de Toulouse. Le 19 mars 2012, je n'ai pas lu l'horreur dans un rapport ministériel ou dans la presse à scandale. Je l'ai entendu dans les cris étouffés, senti dans les silences des vivants, vu dans les yeux ouverts des enfants assassinés. Ce jour-là, un terroriste islamiste nourri à la haine des Juifs a bâti de sang-froid Jonathan Sandler et ses 2 fils, Gabriel et Arié, ainsi que Myriam Monsénégo, âgée de 7 ans. Tous les 4 de mémoire bénie devant l'école d'Otsara Torah, devant des témoins devant le monde, et pour justifier son nom, son geste, il invoqua avec une effrayante familiarité le même sophisme glaçant que celui que vous venez de proférer, la même rhétorique nauséabonde, Israël tue des enfants, je tue des enfants. Qu'une telle infamie ressurgisse sous la plume ou dans la bouche d'un ministre de la République française en 2025 ne relève pas de la maladresse, mais du renoncement au sens tragique du terme. Renoncement à la clarté morale, renoncement à la rigueur intellectuelle, renoncement au devoir de protection de tous les citoyens français dont les Juifs, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours, savent trop combien le sol peut devenir instable sous leurs pieds. Monsieur le ministre, en parlant de causalité morale, ce qui relève de la haine pure, vous ne vous contentez pas de blesser la mémoire, vous tendez l'arme à ceux qui guettent une caution pour appuyer sur la détente. Et croyez-moi, ils sont bien plus nombreux que vous ne l'imaginez. Vous ne placez pas une cible sur le dos des Juifs de France, vous ouvrez la mitraille. Votre phrase est une rafale, votre langage une complicité. Qu'un État comme Israël, assiégé, lacéré par les roquettes, endeuillé par le pogrom du 7 octobre, puisse encore susciter des critiques, cela relève du débat légitime. Mais que l'on établisse une symétrie morale entre ceux qui massacrent des enfants et ceux qui les pleurent, entre les tueurs fanatisés et un peuple retranché dans la survie, cela n'a plus que l'aveuglement, c'est de l'indignité. À ceux qui veulent la guerre, vous offrez la grammaire. À ceux qui veulent la mort, vous offrez le lexique. Et n'en demandez pas tant. Je vous conjure de retirer vos paroles, non pas par tactique politique, mais par décence humaine. Et si vous ne le faites pas, alors sachez qu'il restera toujours des voix rabbiniques, laïques, citoyennes, pour rappeler que la parole en démocratie peut tuer, et que face à l'histoire, nul ministre ne saurait plaider l'ignorance. Voilà ce magnifique texte, cette lettre ouverte de Avraham Harold Weil, le grand rabbin de Strasbourg. On va continuer, et, comme on dit souvent, de la tristesse à la joie, pour partager avec les auditeurs un autre événement, un événement cette fois-ci de l'actualité communautaire, qui va avoir lieu à Marseille dimanche prochain, donc dimanche 25, puisque les mouvements de jeunesse de Marseille, en l'occurrence les EI certainement, le DEJ, le Bnei Akiva s'il est encore en activité, et la Bonim Dror, organisent un grand rassemblement de la jeunesse des Maccabiades. Alors avec moi pour en parler aujourd'hui, Alon Dahan du DEJ qui va nous expliquer le programme. Bonjour Alon. Bonjour. Aux auditeurs, est-ce que vous pouvez nous présenter cette journée ? Alors bien sûr, c'est une journée ça va se dérouler de 13h à 18h. On va commencer premièrement par l'accueil des enfants, de 13h à 13h30. Ensuite, on aura la cérémonie d'ouverture. On fera les équipes. Les enfants de chaque mouvement iront avec leur mouvement. Ensuite, on aura des épreuves à stand, des quiz, une épreuve de foot, une épreuve de basket, un relais, du tir à la corde ou encore le jeu du béret. Et le plus important sur ces Maccabiades, justement, c'est la course caritative qui aura lieu à la fin, vers la cérémonie de clôture. Cette course caritative, elle consiste en quoi ? En fait, c'est simple. À Yavne, ce qui est bien, c'est qu'on a un grand espace où les enfants peuvent courir. En fait, les parents, c'est complètement facultatif, mais les parents s'engagent à donner 1 euro si leur enfant fait un tour de terrain. S'il en fait 2, ce sera 2 euros et ainsi de suite. Et les fonds récoltés durant cette course iront directement aux bourses, pour les bourses des colonies du FSJU. C'est-à-dire que ça permet au FSJU d'aider les enfants qui n'ont pas les moyens de... Attribuer des bourses pour les colonies de vacances, ça, pour les ouais. activités, c'est ça ? C'est ça, d'aider les enfants qui n'ont pas les moyens de partir. Combien de personnes vous espérez dans cette journée-là ?
Est-ce que c'est ouvert à tout le monde d'abord ou est-ce que c'est que pour les jeunes? Non, alors oui, c'est que pour les jeunes de 6 à 16 ans, mais même si les enfants ne sont pas dans un mouvement de jeunesse actuellement, ça leur est ouvert. Surtout qu'ils viennent, s'ils ne sont pas, qu'ils viennent découvrir. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Et on attend justement pour cette édition-là à peu près 120 enfants. Ouais. Quoi d'autre nous dire? Racontez-nous un peu. Comment vont les mouvements de jeunesse? Vous êtes au DEJ, non? C'est ça, je suis au DEJ. Alors personnellement, ces macabades, moi je les attends avec impatience parce que les dernières qu'on a fait à Marseille, c'était il y a 6 ans ou 7 ans, 2018. Moi je les avais faites mais en tant qu'enfant, pas en tant qu'animateur. Et franchement, je m'étais régalé. C'était génial, c'est un très très bon souvenir que j'en ai gardé. Et du coup, là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'invite vraiment tous les enfants qui peuvent à venir participer à ces maccabiades. Alors, vous avez parlé ici d'épreuves de basket, ça veut dire quoi? Il y aura des tournois de basket? Oui, tournois de basket, tournois de foot, etc. C'est pour. Et on gagne quoi, à part de participer? On gagne finalement, j'ai envie de dire, le sentiment d'avoir gagné, le sentiment d'avoir fait gagner son équipe et surtout son mouvement de jeunesse. Comment vont les mouvements de jeunesse aujourd'hui? Comment va le DEJ? Le DEJ, on se porte bien, Baruch Hashem. On a cet été 4 colonies de vacances, à peu près 100 enfants par centre, donc 400, entre 400 et 500, ce qui est beaucoup. De Marseille? Non, de toute la France. On a 4 délégations du DEJ en France, Marseille, Nice, Paris et Lyon. Moi, j'ai envie de dire que du côté du DEJ, ça va. Après, je sais qu'il y a d'autres mouvements où c'est un peu plus compliqué. Mais on espère que ça va aller, Bezrat Hashem. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille derrière pour que ça se relance correctement et voilà, on espère que ça va bien se passer. Quoi dire d'autre sur ces maccabiades? Quoi dire d'autre? Bah écoutez, c'est finalement quelque chose de... C'est une compétition qui engage la cohésion et... Même si voilà, tous les 4 mouvements sont en compétition, finalement il y a un peu une espèce de guéguerre. Ah, donc c'est une compétition intermouvement. C'est ça, c'est des maccabiades intermouvements. On va jouer sous la bannière d'un mouvement. C'est ça, qu'on y exactement. soit ou pas inscrit, on va voilà. Les enfants qui n'ont pas de mouvement, ils seront répartis en fonction du nombre d'enfants. D'accord. Donc on aura le DEJ face au BNE, face au DROR, face aux EI, etc. Exactement. Et c'est les vainqueurs de ces 4 entités qui seront... C'est ça, exactement. Et justement, en tant qu'arbitre, en tant que juge, on aura la présence normalement de Dina Sebaoun, qui est la présidente de l'UJF, donc un parti plus ou moins neutre, on espère. Et les étudiants ne viennent pas jouer avec vous, ne viennent pas concourir non plus? Ah non, les mouvements de jeunesse, c'est que pour les jeunes, que pour les enfants entre 6 et 16 ans, mais après, s'ils veulent venir regarder, encourager peut-être leur petit frère ou leur petite sœur, ils sont les bienvenus. Moi, je crois que je les aurais invités à monter un groupe aussi, les étudiants, c'est pas grave. Écoutez, je vais voir ça quand on finit et je vous tiens au courant. Il faut les encourager à venir et à monter une structure comme ça. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit quand j'étais jeune, etc. Ça veut dire que vous fréquentez un mouvement de jeunesse depuis que vous êtes enfant? Bien sûr, moi personnellement, j'ai fréquenté pendant 7 ans le Bnei Akiva. Ouais. Le Bnei Akiva Marseille de 2014 à 2020. Ouais. J'en garde des très 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 bons souvenirs. Et je pense que après le Covid, je suis venu au DEJ. Personnellement, je trouve que les mouvements de jeunesse, c'est quelque chose d'exceptionnel quand on est enfant. Ça permet déjà de se faire des amis et d'apprendre des valeurs, surtout, qui sont très très importantes. Je suis d'accord. Donc voilà, moi c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis animateur et surtout j'encourage tous les enfants et tous les parents qui nous écoutent surtout à envoyer leurs enfants en mouvement de jeunesse. Est-ce qu'on a l'impression, moi je suis un pur produit des mouvements de jeunesse, depuis que je suis gosse jusqu'à ce que j'ai la barbe aujourd'hui, et j'ai toujours gardé le soutien au mouvement de jeunesse. J'ai l'impression de l'extérieur de voir, quand je vois mes enfants, mes petits-enfants à l'école, que la jeunesse aujourd'hui n'est pas intéressée par ce type d'activité, de rassemblement, de rencontres, etc., etc. Je vous avoue que c'est ce que je remarque de plus en plus moi en tant qu'animateur. Vous êtes quoi? Vous êtes étudiant? Vous êtes au lycée? Ouais, je suis au lycée, je suis en terminale, je suis en classe de terminale. Alors, dans une école juive? Dans une école juive au Gan Amiel. C'est ça. Est-ce que ça, c'est pas aussi j'allais dire pas un frein, mais peut-être un élément qui fait qu'on a envie de sortir un petit peu de l'entre-soi et de faire autre chose quand on n'est plus à l'école? Si je me compare à mon parcours, quand moi j'étais étudiant ou lycéen, il n'y avait pas une structure d'école juive aussi étoffée qu'aujourd'hui. Donc on était plutôt dans l'enseignement public, on militait, on pratiquait, mais après donc le mouvement de jeunesse c'était aussi un complément à notre vie militante, j'allais dire. Bien sûr. Après, quand vous parlez avec les jeunes, qu'est-ce qu'il est? Parce que c'est vrai qu'on aurait dû avoir, avec 4 mouvements, on devrait avoir peut-être 1000, 2000, 5000... C'est un milieu. Je reprends la célébration qu'on a eue de Yom HaZikaron. J'ai vu que la participation des jeunes, à part ceux qui étaient comme vous déjà intégrés dans une structure,
il n'y avait pas tellement de monde et de jeunes qui étaient venus se partager ce moment-là. C'est sûr, après sur les cérémonies comme Yom HaZikaron ou Yom HaShoah, c'est en général les animateurs, donc les jeunes déjà engagés qui ont tendance à venir, mais c'est vrai que malheureusement c'est dommage qu'il n'y ait pas justement des jeunes, des enfants qui viennent assister à ces cérémonies-là. En général, là où on a plus de public, c'est justement sur des activités où les enfants ont plus tendance à s'amuser, entre guillemets. Et justement, par exemple, sur les Maccabots, c'est ce qu'on attend. Mais pour parler de l'engagement de la jeunesse juive, c'est sûr que... Oui, après, j'ai envie de vous dire, l'école juive, ça amène un cadre, mais c'est un cadre plus strict. C'est-à-dire qu'on grandit entre juifs, mais c'est quelque chose de strict, alors que les mouvements de jeunesse, il y a une liberté... il y a quand même une plus grande liberté, et c'est quand même beaucoup plus ludique. Et alors, justement, à Marseille, on a la chance d'avoir 4 mouvements, avec des valeurs quand même assez différentes. On a les EI qui justement font des camps, donc ils nous prennent dans un chalet, etc. C'est voilà, le scoutisme. Et donc ça permet d'avoir plusieurs horizons, et en fonction de l'éducation que la famille veut donner à l'enfant, c'est à eux de choisir le mouvement qui leur convient le mieux. J'ai envie de dire. Dans votre propos, c'est toujours la famille qui vient, c'est les parents. Ça veut dire que d'après ce que vous occupez de quelle tranche d'âge dans le Odège, vous En fait, êtes animateur, oui, est-ce que les animateurs assez mobiles par rapport à ça. Selon l'âge, c'est ça? Non, je sais qu'aux EI, justement, ils ont pendant toute leur carrière d'animation une tranche d'âge adéquate, mais nous, au Odège, on est assez mobile. C'est-à-dire que l'été dernier, je suis parti, je me suis occupé des 11-14 ans. Cet hiver, j'ai eu les 6-11. Ça dépend. C'est assez varié, mais justement, comme vous le disiez, moi, je pense que c'est à la famille de pousser l'enfant à intégrer un mouvement de jeunesse. Parce que quand on est jeune, qu'on a 7, 8, 9 ans, on se rend pas compte de l'enjeu qu'il y a derrière, et c'est à la famille de le faire. Moi, je sais que c'est ma mère qui m'a poussé à un mouvement de jeunesse. Le premier Shabbat où j'ai été au Bnei Akiva, j'avais vraiment pas envie d'y aller, je voulais vraiment rentrer, et le Shabbat d'après, justement, j'attendais que le Shabbat pour y aller, et je me suis régalé, j'ai passé de superbes années là-bas. C'est ce que racontait d'ailleurs Jérémy Ganizat quand il a rappelé son frère. Et les étudiants, alors les lycéens, qu'est-ce qu'ils en disent, les lycéens, puisque dans quelle classe vous êtes? Vous êtes en terminale. Alors, est-ce qu'il y a une démarche volontaire ou spontanée des garçons et filles de votre âge, ou c'est pas de leur âge, c'est plus de leur âge? Parce que dans votre propos, on a l'impression que le mouvement de jeunesse est réservé aux petits. Moi, quand j'ai milité dans le mouvement de jeunesse, c'était un mouvement aussi, entre guillemets, militant, on va dire ça, pas combattant, mais militant là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas dans un mouvement de jeunesse? Non. Ça se limite à des activités pour les enfants? Non, pas nécessairement. Après, moi, je vais parler pour l'Odège parce que c'est l'expérience que j'ai en tant qu'animateur. Je pense qu'il y a un fossé entre justement l'adolescence. Moi, quand je parle d'adolescence, c'est 13-14 ans. Et après, justement, il y a un fossé entre l'adolescence et l'animation. C'est-à-dire que le but d'un mouvement de jeunesse, c'est de les faire grandir les enfants qui viennent quand ils ont 6 ans et qui repartent à 22, 23, 24, 25, une fois qu'ils ont fait de l'animation aussi, qu'ils ont été animateurs. Et il y a un fossé, c'est-à-dire qu'on a tendance à perdre les lycéens, parfois sur leur engagement, à 14, 15, 16 ans. Ça existe toujours, les pionniers, ou pas? Les pionniers, justement, c'est les 11-14 ans. Ah, c'est plus les pionniers, c'est les 11-14 ans. Et la JAC, la jeunesse active communautaire, oui, ça, c'est les lycéens. Et justement, on a tendance à les perdre sur l'engagement à l'année, c'est-à-dire qu'on les retrouve sur les camps d'été. Par exemple, là, les colos du Déj, on a 2 colos JAC, parce qu'ils sont vraiment très nombreux, par Hachem, mais on les perd sur l'engagement à l'année, et c'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Donc pour les vacances, on est là tout au long de l'année pour militer ou pour développer des choses. C'est moins évident. Mais après, c'est l'âge, ça peut se comprendre. Est-ce que ça, on le retrouve ailleurs aussi dans les autres? Est-ce que quand vous en parlez avec les animateurs des EI ou du DROR, ils disent la même chose? Alors non, justement, parce que les EI, sur les EI, justement, aux EI, on retrouve toutes les tranches d'âge. Moi, je le vois sur les rassemblements. Oui. Je suis proche de certains animateurs des EI, donc j'ai l'occasion de discuter avec eux. Ils ont ce qu'on appelle les ADEC, et justement c'est le passage juste avant l'animation, et donc ce qui fait qu'ils doivent être vraiment extrêmement investis tout au long de l'année. Les animateurs comptent aussi sur les ADEC pour l'engagement à l'année. Donc les EI, justement, ils ont cette particularité d'avoir vraiment toutes les tranches d'âge présentes et engagées à l'année, mais après sur les autres moments, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Au DROR, ce n'est pas le cas, c'est ça? Au DROR, non, je ne veux pas me prononcer pour eux, mais je pense pas que ce soit le cas. Ils n'ont pas de lycéens, des l'équivalent de... Si, ils en ont sur certainement les maranais, les camps d'été, mais à l'année, du moins, je les vois pas trop sur les rassemblements. Quel message voulez-vous nous dire pour terminer cet entretien? Pour finir, écoutez, ce qu'on disait au début, voilà, les Maccabiades, on a réussi justement d'ailleurs à avoir des bourses du côté du FSJU pour l'organisation. On a réussi à débloquer un peu de fonds, donc on a prévu vraiment un programme très sympathique pour les enfants. Moi, je pense très honnêtement qu'ils vont se régaler. Moi, j'ai hâte d'être dimanche.
Donc je les invite Donc à dimanche, venir. qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud, qu'il fasse 30 degrés ou qu'il fasse 15 degrés, ça m'étonnerait d'ailleurs, d'accord ? On se retrouve 44-46 boulevard Barry, C'est ça, c'est ça ? Ouais. À partir de 13h, jusqu'à 18. et on y va. Et les parents, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on fait une pétanque, on fait une belote, on fait... Les parents, écoutez, il y a un... Il y a un buffet, il y a une buvette. Écoutez, ils sont invités à on va venir. à la plage. Ils sont invités à venir pour le goûter. Ah bon, pour le Franchement, goûter. voilà, je me prononce. Ils sont invités à venir pour le goûter, qui sera aux alentours de 17h. Moi, je crois que si tu mets un tournoi de contrée ou un tournoi de pétanque, vous allez faire jackpot. Mais ça, il faut le faire payer. C'est-à-dire avec une mise en vrai, 50 € par parent qui vient jouer. Comme ça, ça va écoutez, faire. ils seront reversés au FSJ. Absolument, ça servira à compléter la dotation pour les camps de vacances. C'est ça, exactement. Merci Alon, pardon. Merci à et vous. plein succès pour cette activité. On va écouter rattachement, peut-être on le espère. spot qui passe sur les ondes de la radio juive et qui va nous sensibiliser encore une fois pour vous retrouver dimanche 25 à partir de 13h pour les Maccabias des mouvements de jeunesse. Merci. Ce dimanche, rendez-vous à Yavne pour un après-midi exceptionnel avec tous les mouvements de jeunesse. Dror, Dej, Ei et Bnei Akiva. De 13h à 18h, viens jouer, t'amuser et partager un grand moment avec la jeunesse juive de Marseille. Que tu fasses partie d'un mouvement ou que tu aies juste envie de passer un bon moment, cet événement est fait pour toi. On t'attend ce dimanche à Yavne, inscription gratuite et obligatoire au 07 85 72 80 31. On continue notre émission et on va donc passer à tout à fait autre chose, encore autre chose. Et avant de nous séparer, je vais vous raconter une histoire. Alors, pour celles et ceux qui ont l'habitude d'aller passer des vacances ou d'aller visiter Jérusalem, je pense qu'on est nombreux à le faire. On va visiter à Jérusalem ou à Tel Aviv, bien peu importe, mais on va parler de Jérusalem là parce qu'il y a une très belle histoire que j'ai découverte ces derniers jours et que je veux vous faire partager. Alors moi, personnellement, c'est vrai que la plupart de mes séjours, bon, beaucoup de gens le savent, mes enfants habitent en Israël et une partie d'entre eux aussi à Jérusalem et dans les environs. Donc, on va souvent, les touristes, on va dire comme ça, il y a un point de rassemblement ou de ralliement à Jérusalem, c'est le Machane Yehuda. Alors, Machane Yehuda, c'est pittoresque, c'est le marché, mais plus que le marché, c'est un endroit de retrouvailles et d'amusement. C'est très, très, très vivant là-dessus. Et en plus, si vous avez la chance d'y être le vendredi, alors ça, c'est jackpot. Et si vous êtes un autre endroit que je vous conseille, toujours à Machane Yehuda, allez-y le jeudi soir. Alors, c'est un autre monde que vous allez découvrir, mais c'est un monde qui vaut la peine. Et puis, juste derrière Machane Yehuda, vous avez, pour ceux qui connaissent un peu Jérusalem, il y a donc cette grande artère de Rehov Agrippas qui continue après pour nous amener sur le Machane Yehuda lui-même. Et il y a en parallèle un quartier tout à fait pittoresque du vieux Jérusalem, c'est le quartier de Nachlaot. Alors, on voit des vieilles maisons très pittoresques, des habitations très pittoresques là-dessus. On s'y promène, on voit, il y a des yeshivot de Mekoubalim, il y a des gens, des très anciens Yerushalmi qui habitent des habitants de Jérusalem qui habitent là-dessus. Et puis on passe, on voit, c'est soit pour s'asseoir dans un petit coin d'un petit jardin qu'on trouve très original, mais on n'en connaît pas l'histoire. Et là, j'ai envie de vous faire partager pour cette fin d'émission, pour cette dernière partie de l'émission, cette réflexion d'un ami. J'ai un ami qui est professeur d'histoire à Kiryat Arba depuis plusieurs années et qui est aujourd'hui également un guide qui d'ailleurs que je conseille énormément parce que il va dans des sentiers tout à fait inhabituels et il a une histoire tout à fait inhabituelle. Alors je vais vous raconter la balade de Nachlalot. Nachlalot en nocturne, dans les ruelles paisibles de Jérusalem à Nachlalot. Nous avons plongé dans un passé chargé d'émotions. Ce quartier aux murs usés et aux lumières douces fut autrefois le foyer du Rav Aryeh Levin, surnommé avec affection le rabbin des prisonniers. Pourquoi ? Pendant la période du mandat britannique, alors que de jeunes juifs étaient arrêtés pour leur engagement dans la lutte pour la liberté d'Israël, le Rav Levin était celui qui leur rendait visite. Il n'apportait ni argent, ni influence politique, mais une chaleur humaine immense. Il entrait dans les cellules, leur parlait avec tendresse, priait avec eux. Sa maison, simple, se trouvait dans ce même quartier de Nachlaot. Mais derrière cette générosité, la vie chez lui était marquée par une pauvreté extrême. Un de ses enfants était mort en bas âge, faute de nourriture suffisante. Et voilà que sa fille aînée,
Âgée d'environ 15 ou 16 ans, voyait elle aussi sa santé décliner. Ses jambes ne répondaient plus. Les médecins annoncèrent au Rav un matin de Shabbat qu'elle ne pourrait sans doute plus jamais marcher. Ce même Shabbat, à la synagogue, où priaient les anciens prisonniers et combattants, les fidèles montaient à la Torah. Et chose extraordinaire, alors que la coutume veut qu'on fasse un don, le premier fidèle déclara « Je n'ai pas d'argent, mais je donne 1 année de ma santé et de ma vie pour la guérison de la fille du Rav. » Le deuxième renchérit « Je donne 5 années de ma vie, si Dieu le veut, et lui rend l'usage de ses jambes. » Et ainsi de suite jusqu'au 7e, qui dit devant tout le monde « Je donne ma vie entière, que Dieu prenne ma vie, mais qu'il rende la vie à la sienne, à la fille du Rav. » En sortant de la synagogue ce jour-là, le Rav Ariel Levin rentrait chez lui submergé par les larmes. Et soudain, à quelques mètres de son domicile, il aperçoit une jeune fille qui court vers lui. Elle ressemble étrangement à sa fille. Mais cette dernière ne peut plus courir, pensa-t-il. En essuyant ses larmes, le Rav Ariel Levin est bien forcé de constater qu'il s'agit bien de sa fille. C'est alors qu'il réalisa que la prière des prisonniers venait d'être partiellement exaucée. Aucun prisonnier n'a eu à payer de sa vie. Voilà, chers amis, on termine notre émission sur cette magnifique histoire et je le dis, je le répète, n'hésitez pas quand vous serez sur Jérusalem et dans le quartier de Nachlaot d'aller visiter ces rues, d'aller visiter ces maisons et penser à cette belle histoire. À bientôt et à la semaine prochaine sur les ondes de la radio juive avec mon chanteur préféré. À bientôt sur les ondes de la radio juive. À la semaine prochaine. מי יודע כל כאב, מי רופא לי שבורי לב, יוצא אור החושך, עושה שלום ומלחמה. מי יושב על כיסא דין, מתכסה ברחמים, מוכן וסולח, מביט ויודע, ומי ירפא ליבי, אל מי אני מתגעגע, כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי, והבטיח שאני לא אכנע בסוף. מי היה עובר יהיה, מי ממית ומחיה, פותח ידיים, מצמיח כנפיים, ומי ירפא ליבי, אני מתגעגע, כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי, והבטיח שאני לא אכנע בסוף, שאני לא אכנע בסוף. אני מתגעגע, כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי,
מבטיח שאני לא אכנע בסוף שאני